bienvenue à tous pour cet événement proposé par les communautés métiers by Extia. Aujourd'hui, nous parlerons monnaie et plus précisément de l'histoire de la monnaie et de ses Bonsoir à origines. tous. Pour la petite présentation rapide, je suis ingénieur de formation. Je suis passé par le professorat de sciences physiques, donc rien à voir avec l'économie. Ensuite, développeur, chef de projet, Scrum Master aujourd'hui, donc au sein d'Extia depuis quelques mois maintenant. Et j'ai une passion depuis 4 ou 5 ans qui est celle de tout ce qui tourne autour de la monnaie. Et donc, ça fait 4 ans que je me plonge là-dedans. Et donc, un vrai plaisir ce soir de commencer ce petit meet-up. La première question elle est là, elle est posée. Savez-vous vraiment d'où vient la monnaie? Alors, on peut la reformuler sur savez-vous comment la monnaie est créée? Et du coup, je vous propose dans le chat déjà de commencer par me donner vos réponses. Selon vous, comment la monnaie est créée? Alors, les banques centrales, le troc. La monnaie est une évolution du troc. On va en parler, on va le voir, justement, de savoir est-ce que la monnaie est une suite du troc ou pas. Mais est-ce que quelqu'un a une idée du coup? Alors, non pas de son apparition. Alors, la planche à billets pour Patrick Dersa. De rien. On va le découvrir petit à petit. Alors, ce que je vous propose, donc en petit sommaire, on va voir ce qu'il y avait avant la monnaie. L'apparition de la monnaie / et le troc, point d'interrogation, la fin de la monnaie et aujourd'hui. Alors vous comprendrez pourquoi le fin de la monnaie à un moment donné. L'or de Patrick Dorsa. Oui, alors l'or en tout cas a été très importante pour la monnaie. Alors avant la monnaie, avant qu'elle n'apparaisse, qu'est-ce qu'on avait? Et avant ça, on va faire un tout petit peu d'étymologie sur le mot économie. Pour rappel, du coup, le mot éco vient du grec oikos, qui signifie la maison, maisonnée, environnement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a l'écologie, l'étude de l'environnement. Et le suffixe nomi, lui, vient du grec nomos, qui signifie la loi, la règle. Donc, en fait, l'économie, c'était un peu les règles de la maison. Et donc, ça me fait souvent sourire quand on entend, par exemple, sur l'économie d'un État, non, l'économie d'un État, on gère pas le budget d'un État comme on gère le budget à la maison, etc. Et en fait, déjà, l'économie, ce sont les règles de la maison. Une autre petite chose aussi, c'est cette différenciation entre ce qu'on appellerait le don et le troc, et avec au milieu le cadeau. Donc, pour vous expliquer un tout petit peu ça, le don, c'est lorsque vous donnez quelque chose et vous n'attendez rien en retour. Donc là, vous avez une totale confiance. Il n'y a pas de... Voilà, c'est ce que vous allez pouvoir faire, par exemple, soit des personnes que vous rencontrez à l'autre bout du monde et puis voilà, vous faites un don, soit quelque chose que vous donnez à un ami très cher ou à un membre de la famille, vous n'attendez pas forcément quelque chose en retour. Le cadeau est un petit peu entre les deux. C'est un petit peu ce que vous recevez à Noël parfois, et où vous vous dites, quand je fais un cadeau à quelqu'un, je m'attends quand même à ce que j'en reçois un en retour. Et enfin, le troc, c'est en mode délai immédiat. Il n'y a pas du tout de confiance. Là, on parle de peur du manque. C'est à ce moment-là, si on me donne quelque chose, il faut que j'ai quelque chose en retour. Et donc, le troc, on va l'aborder au cours de ce live. Alors, de moins 50 000, du coup, donc en 50 000 avant Jésus-Christ à 12 000 avant Jésus-Christ, on commençait déjà à compter. Donc là, ce que vous voyez là, l'os de Lebombo, c'est un bâton de comptage. Donc, il y a déjà très, très longtemps, on commençait déjà à essayer de compter, quoi. Alors, soit une histoire de dette, soit simplement compter un nombre de moutons, par exemple. Mais déjà, il y a très, très longtemps, on commençait déjà à faire ce genre de choses. Mais ensuite, la communauté s'est mise à grandir. Et donc là, dès qu'une communauté grandit, vous le savez tous, la confiance, elle diminue. Alors pourquoi? C'est-à-dire que si vous êtes sur votre cercle proche, bien évidemment, quand vous allez donner ou payer quelqu'un, vous savez que a priori ça va revenir. Il n'y a pas trop de questions là-dessus. Par contre, dès qu'on commence à grandir la communauté, là, ça devient un peu plus compliqué. Si vous prenez votre voisin que vous ne connaissez pas vraiment et qui est à 500 mètres de chez vous, vous allez avoir beaucoup plus de mal à lui faire confiance. Et donc, lorsque les communautés se sont mis à grandir, on a eu un besoin, du coup, de noter
c'est dette. Donc, notez le fait de devoir quelque chose à quelqu'un. Si on fait un don, on a une réduction d'impôt, c'est un cadeau. Oui, je sais pas, oui, enfin, si tu le déclares, oui, tu vas avoir ton cadeau derrière. Bonjour à tous, bonjour Grégory. Donc, quand la communauté grandit, on a eu besoin, à un moment donné, du coup, de noter, entre guillemets. Alors, on n'est pas sur de la monnaie d'échange, hein, à ce moment-là, on est sur le simple fait de compter ce que l'on doit à quelqu'un. Si vous voyez les petits objets, les jetons complexes que nous avons à gauche, les petits trous en fait étaient simplement là pour pouvoir les enfiler les uns dans les autres avec une ficelle, un fil. Par exemple, donc lors d'une transaction, s'il y avait différents types d'objets qui avaient été un peu empruntés ou achetés entre guillemets, pour savoir combien la personne devait, on allait choisir des formes différentes en fonction de ce que vous preniez. On allait les mettre autour d'une ficelle et les stries étaient simplement là pour indiquer la nature entre guillemets de l'objet qu'on allait acheter. De l'autre côté, vous avez les quipous qui, eux, par un système assez ingénieux, du coup, alors pareil, les couleurs des quipous pour savoir le type d'objet qu'on avait acheté, et ensuite, pour savoir la quantité, eh bien, on utilisait des nœuds. Et donc, il y avait tout un système comme ça pour essayer de quantifier ce que la personne devait. Donc, encore une fois, là, on est en train de parler de quelque chose que l'on devait. On ne payait pas avec ça. Donc, on n'est pas sur une monnaie. On est vraiment sur un système économique qui part du crédit. Et donc ça, on va revenir dessus tout au long du petit meet-up. On démarre vraiment avec le crédit. À chaque fois, on doit quelque chose à quelqu'un. Alors, en moins 4100 et moins 3000, jusqu'à moins 3300, les systèmes se complexifient de plus en plus. Et là, on voit apparaître à ce moment-là ce qu'on appelle la bulle enveloppe avec les calculis. Alors, les calculis, ce sont les petits cailloux que vous voyez là. Pareil, les calculis avaient différentes formes en fonction de ce que vous alliez acheter. Si vous allez acheter un liquide, et ben, du coup, ça allait avoir peut-être la forme un petit peu d'une amphore, donc un peu plus haute, par exemple, une sorte de cylindre. Si vous achetiez des vêtements ou du bétail ou autre chose, et bien, du coup, ça allait être des cailloux avec des formes un petit peu différentes. Et lorsque vous achetiez quelque chose à quelqu'un, l'idée, c'était de sceller la transaction. Donc, on prenait ces cailloux, on les mettait dans une bulle d'argile et on scellait la bulle d'argile. Alors, c'était pas très pratique parce que du coup, pour savoir combien la personne devait exactement quelques semaines ou quelques mois plus tard, eh bien, du coup, il fallait déceler l'enveloppe, ce qu'on n'avait pas forcément envie de faire à chaque fois. On n'allait pas déceler à chaque fois, même pour vérifier de combien c'était. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait des empreintes, en fait, avant, au début, sur la sphère. On crée des empreintes avant de la sceller. Et du coup, on avait finalement, juste en regardant l'enveloppe, on pouvait avoir connaissance de ce que la personne devait, sans même casser, du coup, l'enveloppe. Alors, évidemment, du coup, au bout d'un certain temps, les gens se sont dit que c'était quand même pratique de pouvoir lire finalement l'enveloppe et pas forcément à chaque fois de sceller quelque chose. Donc, on est passé d'un outil 3D à un outil 2D. Et en fait, c'est là qu'on s'est mis à écrire sur les tables d'argile. Donc, on retrouve chez les Sumériens en moins 3300. Donc, les tablettes d'argile étaient simplement là pour justement noter tout ce que devait quelqu'un. Donc, on est sur des tables de crédit. En fait, on vient noter qui doit et combien. Donc, on n'est toujours pas sur des monnaies. Hein. On ne fait que tenir à ce moment-là, en fait, des livres de compte, tout simplement. Donc, avec là, vous avez un exemple de la tablette numérale mise au jour ATP, et donc on peut retrouver au musée du Louvre. Donc, toujours du crédit, mais toujours pas de monnaie. Alors, en moins 2500, chez les Sumériens, on va retrouver aussi ce qu'on appelle le péonnage. C'est-à-dire que pour payer, eh bien, à un moment donné, on va payer de sa personne. En fait, on va devenir esclave. Il y avait cette façon de pouvoir payer quelque chose. C'était avec du coup des êtres humains. Et alors ça a été assez répandu également, et ça n'a pas été sans créer des problèmes. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait des périodes de disette ou autre, enfin qu'il y avait des catastrophes naturelles ou les récoltes n'étaient pas bonnes, du coup on se retrouvait avec beaucoup d'esclaves. Et du coup, les esclaves, évidemment, à un moment donné, n'étaient pas forcément super en joie d'être des esclaves. Donc, du coup, on avait des mouvements de gens qui, du coup, sortaient, du coup, de la communauté, puisqu'ils n'avaient pas envie de rester à faire de l'esclavage. Donc, ils sortaient et, du coup, allaient, pour se nourrir, etc., souvent attaquer
du coup d'autres villages. Pour la petite histoire, on dit par exemple que la muraille de Chine a été construite aussi bien pour empêcher les gens de la communauté de sortir à l'extérieur que pour empêcher des gens du coup d'entrer, type esclaves, qui avaient envie de piller du coup certaines communautés. Donc c'était aussi bien un outil de protection que de défense, finalement. Alors, on va commencer à voir apparaître en moins 1600 en Chine tout un tas de choses qui vont permettre d'être des sortes d'équivalents de monnaie, mais en fait, on est plus là sur des unités de compte. L'idée, c'était toujours de pouvoir compter. Donc là, ce sont les coris. Donc les coris, des petits coquillages qui pouvaient servir du coup à compter finalement combien devait quelque chose. Le nombre de choses qui ont pu être, entre guillemets, utilisées pour essayer d'être des monnaies, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on ne peut pas toutes les citer là. Hein. Il y a parfois, on parle de bétail, de sel, etc. Mais en tout cas, l'être humain, tout au long de son histoire, a de toute façon toujours voulu matérialiser la dette, combien je dois à quelqu'un. Et ensuite, s'est mis à rechercher un moyen qui serait un peu plus sympathique d'utiliser. Et donc, il a cherché. Donc, là, c'était des coquillages. Mais alors, comment est-elle apparue, cette monnaie? Puisque jusque-là, en fait, on a des unités de compte, à la fin, avec les coris, mais on n'est pas encore sur une vraie monnaie d'échange. Les coris étaient utilisés pour compter, mais pas vraiment pour se les échanger. Alors, quand on parle de l'apparition de la monnaie, ce qui est venu assez vite, et du coup, on avait eu ces petites réponses là dans les personnes qui sont ici, je ne sais plus qui avait parlé de troc à un moment donné, on a évidemment le troc. Alors, le troc, avant de savoir s'il a réellement existé et si vraiment on utilisait le troc, il faut quand même parler d'un souci au niveau du troc, c'est ce qu'on appelle la double coïncidence des besoins. La double coïncidence des besoins, on peut l'établir sous trois formats, on peut la regarder sous trois facettes. La première, c'est la problématique spatiale. C'est-à-dire que je ne sais pas où est actuellement Léa, par exemple, mais si j'ai envie de faire du troc avec Léa, là, je pense que je vais avoir, de manière immédiate, je vais avoir un petit souci parce qu'en fait, Léa n'est pas à côté de moi. Donc, si Léa a l'objet que je recherche et inversement, que Léa a l'objet que moi je possède et qu'on veut se les échanger, eh bien, il va falloir qu'on se rencontre. Et donc là, on est sur une problématique spatiale, c'est-à-dire qu'il faut se retrouver quand même à un moment donné au même endroit. On a une problématique de quantité. C'est-à-dire que si l'un de vous souhaite acheter les carrioles que je fabrique, mais que vous êtes un agriculteur et que vous n'avez à votre disposition que des pommes de terre, eh bien, il va falloir payer la carriole en pommes de terre. Et là, vous comprenez bien que ça va faire un sacré montant, enfin une sacrée quantité de pommes de terre. Et donc, on va se retrouver avec des problématiques du style, bah oui, c'est bien, tu veux ma carriole, mais l'équivalent en pommes de terre, il est absolument immense, quoi. Donc, en fait, cette problématique de double coïncidence sur la quantité, il faut qu'en gros, vous ayez des objets à peu près de la même valeur. Et là, évidemment, on peut vite se retrouver avec des soucis. Si vous avez des objets de petite valeur, ça peut fonctionner de manière assez facile. Dès que vous commencez à monter en valeur, là, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Et enfin, il y a la double coïncidence des besoins au niveau temporel. Parce que au moment où moi j'ai besoin de ma carriole, j'ai cassé mon ancienne carriole, j'ai besoin d'une nouvelle carriole, pas de chance, vous, en fait, vous avez l'équivalent d'un autre objet, mais je sais pas, c'est pas la période, vous en avez pas à ce moment-là, donc du coup ça tombe mal, quoi. C'est en mode ouais, j'aurais pu, mais reviens dans 6 mois. Bah, oui, mais moi dans 6 mois, j'aurais plus besoin de cette carriole. Et donc pour toutes ces raisons, ça montre bien les limites du troc. En fait, pour un système économique d'échange, le troc est très très limité. Et c'est là qu'en fait on voit deux visions. Il y a deux visions qui s'opposent. Il y a la vision des économistes, qui a été poussée notamment par un certain Adam Smith, qui indique que du coup, on a commencé par le troc. Ensuite, on a cherché des monnaies
Et on a trouvé un super système super bien qu'on appelle le crédit, qu'on utilise aujourd'hui à outrance. Donc ça, c'est la vision des économistes. Vous pouvez retrouver cette vision dans tout un tas de manuels d'économie aujourd'hui qui vous dit, eh bien, on avait le troc avant, ensuite on a découvert la monnaie et on a inventé le crédit. Mais la vision des anthropologues n'est pas du tout celle-ci. Et pour le coup, à la quasi-unanimité de leur côté, ils disent, mais c'est pas d'où ce troc sort, parce qu'en fait, on n'en a aucune trace. Et du coup, le crédit, par contre, a été présent tout le temps. On l'a vu avec les bâtons de comptage et autres. En fait, on s'est tout le temps mis à compter pour savoir combien les gens devaient à d'autres. Donc le crédit, lui, il est là depuis très très longtemps. Mais le troc, il n'y en a pas de trace. Donc il y a une célèbre anthropologue qui disait notamment, c'est bien simple, aucun exemple d'économie de troc n'a jamais été décrit sans parler d'en faire émerger la monnaie. Toute la recherche ethnographique existante suggère qu'il n'y en a jamais eu. Donc, le troc, c'est souvent quelque chose qui apparaît lorsque la monnaie fait défaut. C'est-à-dire que lorsque vous avez une grosse crise monétaire, alors il y a des systèmes un peu en mode alternatif, en mode je me débrouille, qui se mettent en place. Et là, oui, on peut retrouver du troc, comme par exemple le troc avec les cigarettes pendant les grandes crises. D'échange contre des cigarettes, je te donne quelque chose d'autre. Mais en fait, c'est souvent quelque chose qui apparaît quand le système est complètement défaillant et se met à ne plus fonctionner correctement. Donc, on retrouvait ça aussi, par exemple, à la fin des grands empires, type empire carolingien. Bon, pareil, quand un système économique s'effondre, qu'une monnaie s'effondre, alors oui, pendant un certain temps, il y a des moyens de troc qui se mettent en place, mais très très vite, les gens vont se remettre à compter. À chaque fois qu'il y a eu des chutes d'empire, par exemple, on retrouvait des preuves qu'il y avait tout un tas de tables, de papiers qui se mettaient à indiquer qui devait combien à quelqu'un. Donc là, c'est juste pour remettre l'église un petit peu au centre du village sur le fait que le troc, oui, mais il a entre guillemets existé, mais ça n'a jamais été un système économique utilisé de manière très générale. D'ailleurs, dans les origines de l'utilisation du mot troc, en Angleterre notamment, ça venait surtout du fait de duper quelqu'un. On était en mode, en fait, quand on essaye de s'échanger un objet contre un autre, c'est souvent parce qu'on pense qu'on va faire une bonne affaire, dans le style, bon, en fait, je te file un objet, toi, tu as l'impression que c'est intéressant pour toi, mais en fait, ça ne l'est pas, j'essaye juste de te duper, tu n'es pas dans mon cercle proche. Et donc, l'idée du troc a été ça pendant longtemps également, de manière étymologique, avant Adam Smith notamment. Et en moins 700, on a les premières monnaies métalliques qui apparaissent en Chine. Donc là, ça y est, on commence à avoir des outils qui nous permettent de servir de moyens d'échange. Et en moins 600, la monnaie pour l'impôt. Alors, c'est là où on va voir que l'apparition des monnaies est très fortement liée à un souci de pouvoir sur d'autres personnes. Une monnaie à la base, donc là par exemple dans le royaume de Lydie, l'archétype c'est le roi Crésus, donc le fameux, qui frappe ses pièces de monnaie avec un alliage qu'on appelle l'électrum, qui est un mélange entre l'or et l'argent, dans la rivière Pactole. Donc là vous redécouvrez un petit peu les termes riches comme Crésus ou avoir un sacré Pactole, etc., qui sont aujourd'hui restés dans le langage courant. En Grèce, à ce moment-là, donc c'est le moment où apparaissent les marchés et donc l'économie de marché. Et si on explique pourquoi la monnaie a été créée, eh bien en fait c'était pour lever de l'impôt, parce que du coup on imposait de payer l'impôt avec la monnaie. Donc c'était une manière du coup de commencer à prendre un petit peu le contrôle et de récupérer de l'argent, mais d'une certaine façon. Alors en moins 335, donc les premières monnaies métalliques sont apparues quelques siècles auparavant. Et là, il y a un petit gars qui s'appelle Aristote qui va commencer à réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'une bonne monnaie ? Quelles sont les propriétés qui définiraient finalement une bonne monnaie ? Alors, il en a trouvé 3. L'unité de compte, il faut que ce soit quelque chose qui nous permette de compter. Bon, ça, vu tout le nombre de systèmes qu'on a vus auparavant, par le passé, on comprend bien qu'une monnaie, effectivement, doit permettre de compter. C'est depuis la nuit des temps, jusqu'à moins 50 000, en fait, on essayait de compter.
Ensuite, il faut que ce soit un moyen de règlement, un moyen d'échange. Il faut qu'on puisse se le passer de la main à la main. Alors, de la main à la main à cette époque-là, mais on verra qu'aujourd'hui, on ne se passe plus la monnaie de la main à la main. On a trouvé des moyens digitaux qui nous permettent finalement de transférer de la monnaie, mais de manière beaucoup plus rapide et d'un bout à l'autre du monde. Et enfin, la troisième, c'est l'idée de réserve de valeur. Et là, je me permets de vous poser une petite question. Du coup, c'est est-ce que, selon vous, les monnaies que nous avons aujourd'hui, donc l'euro, le dollar, le yuan, etc., sont de bonnes réserves de valeur? Et je vais définir le terme réserve de valeur parce qu'une réserve de valeur, l'idée, c'est que la monnaie doit, si c'est une bonne monnaie, doit conserver sa valeur dans le temps et l'espace. Ça signifie que si ma monnaie au fin fond des Deux-Sèvres, là où j'habite, me permet d'acheter 1 kilo de riz, il faut que si Léa est dans un autre endroit et qu'elle détient elle aussi du coup la même quantité de monnaie, il faut qu'elle puisse également acheter 1 kilogramme de riz. Et dans le temps. Ça veut dire que si on se retrouve 1 an plus tard avec Léa et qu'on retente du coup d'acheter ce kilo de riz, eh bien, il faut qu'on puisse toujours acheter ce kilo de riz. Alors, du coup, Patrick nous dit, on est en plein dedans, l'inflation, donc pas stable comme réserve. Ben oui, l'inflation, en fait, on peut la voir de deux façons, hein, c'est les deux faces d'une même pièce. On peut voir l'inflation comme les prix augmentent, ou alors, on peut voir l'autre côté de cette pièce-là, qui est de se dire, bah, en fait, notre monnaie est en train de perdre de la valeur. À chaque fois qu'on a de l'inflation, en fait, notre monnaie, elle perd de sa valeur. Donc, est-ce que sur ces 2 dernières années, est-ce que l'euro a été une bonne réserve de valeur? La réponse semble être non. Alors, en l'an 310 jusqu'en 1543, donc là, un petit calcul rapide nous donne 1233 ans, donc jusqu'à la chute de Constantinople, l'empereur romain, Constantin Ier, crée le solidus. Donc, c'est une pièce en or avec 4,5 grammes d'or fin. La quantité qu'il y a dans cette pièce-là va changer hein, au cours du temps. Cette pièce, en fait, a une résistance au temps très, très longue. Alors, on ne l'utilisait pas forcément de main en main. Hein. D'ailleurs, dans les temps moyenâgeux, etc., la monnaie ne circulait pas forcément énormément. Mais elle était vraiment utilisée comme unité de compte pour savoir combien on devait les uns aux autres. Et là encore, on retrouve cette idée de pouvoir, c'est-à-dire cette idée que la monnaie a utilisée pour maintenir un certain pouvoir ou alors la volonté de s'étendre, puisque en fait, cette monnaie, elle a été utilisée pour payer les soldats. Et donc, solidus, solde, en fait, les soldats reçoivent une solde, donc ça vient de là, la solde que reçoivent les militaires, et la solde, c'est le salaire des soldats. Alors, là, je mets les petites explications. Le mot salaire vient de salarium, la partie de la solde des légionnaires romains payés, mais qui du coup était payée en sel. Donc là, on retrouve aussi cette idée que la monnaie, à un moment donné, c'était aussi pour payer les armées, entre guillemets, parce qu'il fallait garder la motivation des armées pour aller quand même au combat. Hein. Tout le monde n'a pas forcément envie d'aller au combat et de risquer sa vie. Et donc, il fallait une incitation. Bah, cette incitation, ça pouvait être la monnaie. Et donc, du coup, souvent, les rois battaient monnaie, tapaient monnaie et disaient à leurs soldats, voilà, en échange de ça, vous pourrez demander de la nourriture et autres, etc. Et donc, du coup, il y avait cette volonté de contrôler encore un peu les gens, les soldats, pour pouvoir ensuite souvent s'étendre, voire se défendre. Après les pièces, l'apparition du billet. 1960, l'impression du premier billet de banque, le Jiaozi, par la dynastie Song du Nord en Chine. Donc, j'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que là, on passe d'une matière métallique à une matière papier. Alors, matière papier qui peut du coup questionner et qui est potentiellement dangereuse, puisque du coup, autant dans de l'or, on sait que l'or, c'est rare, et que du coup, l'humanité a cherché à avoir un outil, mais qui permet d'avoir de la valeur, en fait, parce que c'est la pièce en elle-même qui possède la valeur. Là, quand on passe sur du papier, vous comprenez bien que c'est pas le papier qui a de la valeur. C'est la confiance qu'on a dans ce bout de papier, parce que, je sais pas, un empereur, par exemple, a dit qu'on pouvait utiliser ce bout de papier pour s'échanger des objets de valeur. Mais le papier en lui-même n'en a plus. La pièce d'or en avait, parce qu'elle est rare et qu'il faut beaucoup d'énergie pour la créer, mais le papier, lui, il en a quand même beaucoup moins.
Donc, on est sur une espèce de monnaie qu'on va appeler un peu fiduciaire, du coup, avec de la confiance dedans. On fait confiance à quelqu'un quand on accepte un billet. Et malgré toutes ces évolutions, malgré le fait qu'on ait créé du coup des pièces métalliques pour s'échanger, comme je vous ai dit auparavant, en fait, les pièces métalliques, elles avaient quand même bien du mal à circuler. En fait, dans l'économie, elles étaient relativement rares. L'or, c'est rare. Et donc, du coup, on n'avait pas des pièces d'or à tous les coins de rue. Et donc, par exemple, en Angleterre, sous le règne du roi Henri Ier, les bâtons de comptage qu'on a vus au tout début, alors qui étaient des bâtons de comptage simples où on mettait des stries, eh bien, vont évoluer un petit peu et en des bâtons de comptage complexes, donc les bâtons de Tally, par exemple, ici, où là, en fait, on va prendre une branche de bois, on va couper un morceau, alors pas tout, mais on va couper en deux, et avant d'avoir coupé en deux, en fait, on aura fait à l'intérieur des marques qui permettront de compter, en fait, de combien je devais à quelqu'un. Et ensuite, bien, il y avait un morceau pour l'un et un morceau pour l'autre. Un morceau pour le débiteur, un morceau pour le créditeur. Évidemment, en cas de contestation, bah, c'était pas compliqué. En fait, chacun arrivait avec son morceau. On vérifiait que les deux morceaux correspondaient bien. Donc, il y a les marques qui sont là pour attester que personne n'a triché. Enfin, pas l'un des deux. En général, de toute façon, c'est pas dans l'intérêt de celui qui doit quelque chose. Et donc, du coup, comme ça permettait finalement de continuer à savoir combien je dois à qui. Et il faut savoir que ce système, du coup, a perduré jusqu'en 1834, donc il y a encore à peine 2 siècles. Et alors, petit fait amusant, dans le Code civil français, on le retrouvait encore mentionné jusqu'en 2016. Donc ça a été enlevé du Code civil en 2016, mais c'était quand même utilisé encore au 19e siècle. Adrien nous dit « Cette histoire de confiance en l'argent me fait penser au livre monnayé de Terry Pratchett qui a comme sujet principal le système banquier, l'argent et sa valeur. » Alors, je n'ai pas lu, mais merci pour la petite référence. Et on invite du coup ceux qui sont là à aller regarder. Alors, petite provocation du coup sur fin de la monnaie. Puisqu'en fait, on a vu qu'on est parti du crédit, la recherche d'outils qui allaient permettre le transfert dans le temps et dans l'espace, et qui conservent une certaine valeur. Et alors, pourquoi on arriverait à ce qu'on appellerait la fin de la monnaie? Alors, on va s'attaquer maintenant à ce qu'on appelle le temps des orfèvres. Donc, les orfèvres, c'était ces personnes qui travaillaient l'or et les matières précieuses. Et donc, du coup, à un moment donné, ces personnes se sont dit, tiens, on pourrait proposer un autre service qui est celui de détenir finalement les matières précieuses que détiennent les gens. Pourquoi? Parce que vous comprenez bien que c'était relativement dangereux de conserver une forte valeur chez soi, parce qu'il y a des bandits, on peut se les faire voler et l'autre. Donc, quand on avait de l'épargne, eh bien, du coup, on préférait aller le stocker chez quelqu'un qui allait pouvoir le sécuriser. Et donc, du coup, on est allé, les gens sont allés chez les orfèvres. Et les orfèvres, à ce moment-là, ont récupéré donc l'or, les ont mis dans des coffres, et en échange de ce stockage d'or, on remettait un certificat de dépôt. En disant, voilà, je certifie qu'on m'a déposé 1 kilogramme d'or. Voilà, si la personne était très riche. Et ces certificats de dépôt, ces bouts de papier, ont commencé à être utilisés comme une monnaie. En fait, c'est typiquement comme un chèque. En fait, le bout de papier que j'ai, signé de l'orfèvre, eh bien, du coup, indique que je possède telle quantité. Et donc, si je transmets ce certificat de dépôt à quelqu'un d'autre, eh bien, c'est ce quelqu'un d'autre, finalement, qui pourra aller voir l'orfèvre et retirer ensuite l'or s'il le souhaite. Donc, on fait apparaître à ce moment-là les billets. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le problème, pas pour les orfèvres, les orfèvres se sont rendus compte que une toute petite proportion des gens venaient rechercher l'or. Parce qu'en fait, les certificats de dépôt commençaient à circuler, et du coup, l'or restait dans les coffres et personne ne venait réellement les chercher. En fait, les gens continuaient d'utiliser les certificats de dépôt qui circulaient. Et les orfèvres, à ce moment-là, se sont pris à être des businessmen, et du coup, se sont dit, bon, il y a environ 10-20% des gens qui viennent chercher l'or de temps en temps, mais donc la majeure partie du temps, 80% des dépôts, restent dans les coffres. Mais alors, si il y a si peu de gens qui viennent rechercher leur or, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas plus de certificats de dépôt que ce que nous avons finalement dans les coffres? Puisque concrètement, s'il n'y a que 10% des gens qui viennent chercher l'or, je peux émettre 10 fois plus de papier que ce que j'ai dans les coffres.
Et là, c'est ce qu'on appelle les réserves fractionnaires, c'est-à-dire je prête beaucoup plus que ce que je n'ai, et c'est ce qui existe aujourd'hui. Donc en fait, c'est au temps des orfèvres qu'on a commencé à créer ce qu'on appelle les réserves fractionnaires, et c'est un système qui perdure encore aujourd'hui. Et donc qui sans doute, de mon point de vue, en fait, est un petit peu le début de la déchéance des monnaies par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé avec les monnaies de type or. Alors, il y avait quand même certaines valeurs morales avec les monnaies. En 1360, le petit fait, c'est le banquier Francesco Castello a été décapité devant sa banque pour avoir prêté plus que ce qu'il n'avait. Alors, à savoir quelque chose qu'on a peut-être un petit peu oublié aussi concernant alors pas la monnaie, mais les prêts et les crédits que nous faisons. La religion catholique, par exemple, indique que l'usure est interdite. L'usure, c'est le fait de gagner de l'argent lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un. Si vous prêtez 100 euros à quelqu'un et que vous lui réclamez les 100 euros, vous ne faites pas d'usure. À ce moment-là, on vous rembourse simplement le prêt. Et vous avez le droit de prêter de l'argent, mais vous n'avez pas le droit de gagner de l'argent par rapport à ce que vous avez prêté. L'usure, c'est le fait de mettre des taux en fait, d'intérêt. Ça, c'était interdit par la religion catholique. Et donc, si vous le faisiez, eh bien, vous étiez très, très mal vu. Ce qui est assez étonnant aujourd'hui, puisque tout notre monde économique fonctionne avec ça, aujourd'hui. Alors en 1500, la petite histoire sur l'époque l'époque de la monnaie de pierre des îles Yap. Alors il faut savoir que sur cette île, en fait, la monnaie, ce sont de gros blocs de pierre qui sont percés et qui ne bougent quasiment pas. Donc c'est assez curieux comme monnaie. Mais là, c'est pour vous parler de ce qu'on appellerait la preuve de travail. La preuve de travail, en fait, c'est que ces pierres-là étaient fabriquées sur une autre île. Donc, en fait, une personne, pour acquérir de la richesse, devait aller sur l'autre île, tailler sa pierre et la ramener par radeau sur l'île en question. Et en fonction du travail qu'il avait accompli, du travail qu'il avait réussi à accomplir, eh bien, il avait une certaine richesse. Et donc, en fait, cette île fonctionnait avec cette monnaie-là. Donc, c'est assez surprenant, mais très intéressant du point de vue du travail. Puisque la preuve de travail, on la retrouve également dans la pièce d'or. Parce que la pièce d'or, il faut aller la miner, il faut aller la chercher. Et c'est parce qu'elle est rare et qu'il faut aller dans les mines pour récupérer l'or que la pièce d'or détient, entre guillemets, de la valeur en son sein. Alors, il faut savoir que le problème, c'est que cette monnaie-là, à un moment donné, s'est fait détruire par d'autres communautés, parce que d'autres communautés sont arrivées avec des moyens de tailler la pierre beaucoup plus efficaces que le simple travail de l'homme. Et donc, du coup, des personnes sont arrivées avec des pierres taillées, mais très facilement, parce qu'ils avaient les techniques pour le faire. Et donc, du coup, ils ont tué la monnaie, parce que la monnaie n'a pas réussi à conserver sa valeur, puisqu'il y en avait beaucoup plus, et que c'était beaucoup plus facile de les fabriquer. Alors en 1524, si vous voulez savoir pourquoi vous payez des intérêts sur votre prêt immobilier, par exemple, si vous avez acheté une maison, eh bien vous allez pouvoir remercier ce petit monsieur qui a indiqué, donc c'était un religieux qui a indiqué à cette époque-là, nous sommes sur Terre et pas dans un monde idéal, donc il est possible de faire des entorses à l'idéal. Et à ce moment-là, il propose de contourner l'interdiction de l'usure de la religion et de considérer que jusqu'à 4 ou 5% d'intérêt, bon, eh ben on considérera que ce n'est pas de l'usure. Et d'ailleurs, les taux d'usure, là, aujourd'hui, de savoir est-ce que c'est raisonnable, pas raisonnable, eh bien, en fait, on les a aussi en ce moment avec nos prêts immobiliers pour savoir, vous savez, les banques, on a parlé un petit peu ces derniers temps dans l'actualité du fait que les banques devaient faire attention aux fameux taux d'usure. Du coup, elles ne peuvent pas mettre un taux à 15%, par exemple, si elles empruntent à un taux de 5%. C'est interdit. En 1609, la création de la première banque, la Banque d'Amsterdam. Donc, première banque de dépôt. On vient déposer son argent. Petite anecdote là-dessus. En France, les banques de dépôt n'existent plus. Nous n'avons pas de banque de dépôt en France. Il en existe encore quelques-unes au Luxembourg, mais des banques de dépôt, nous n'en avons pas. Alors, je m'explique très rapidement sur cette histoire de banque de dépôt. Une banque de dépôt, c'est une banque dans laquelle vous déposez votre argent et la banque ne fait que conserver votre argent. Elle ne l'utilise pas. Vous n'avez aucun risque de perte. C'est garanti à 100%, parce que la banque ne l'utilise pas, donc elle n'a pas de risque de le perdre. Toutes les banques en France ne sont plus des banques de dépôt. Tout l'argent que vous déposez, cet argent travaille quelque part. La banque le prend et le réutilise pour l'investir sur des marchés ou autres. Et donc,
il n'y a pas de garantie à 100% de votre argent. On a des dépôts de garantie nationaux dont on pourra parler peut-être dans un autre meet-up à un moment donné. Alors, du XVIe au XIXe siècle, pendant plus de 3 siècles, des milliers de navires armés dans les grands ports européens partiront de Liverpool, Londres, Amsterdam, Nantes, Bordeaux et La Rochelle pour aller sur les côtes africaines troquer des objets de pacotille, dont de la verroterie, contre des esclaves. Alors, ce que vous voyez là, ce sont des perles de verre. C'était très utilisé en Afrique, par exemple, comme monnaie, pour pouvoir s'échanger les choses. Et la problématique, c'est que les sociétés, notamment occidentales, en fait, avaient la capacité de souffler le verre, notamment en Italie, de manière très très efficace. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des Occidentaux sont descendus dans les pays d'Afrique pour pouvoir utiliser, pour amener en fait ces perles de verre en Afrique et pouvoir négocier. Et ça a notamment très nettement facilité la traite de l'esclavage, le marché triangulaire, etc. Et donc ça, il faut savoir que, encore une fois, on a cette idée de pouvoir derrière. C'est-à-dire que si vous avez la capacité de battre monnaie, de créer de la monnaie de manière importante, eh bien, en fait, vous pouvez prendre potentiellement le pouvoir sur d'autres nations, d'autres pays, d'autres communautés. Et aujourd'hui, alors, en 1717, les talons or en Grande-Bretagne, sous Napoléon, en France dans les années 1800. Donc, le fameux Napoléon, la pièce en partie constituée d'or. Alors, les talons or, c'est l'idée qu'en fait, on puisse avoir une monnaie, mais pour éviter que, par exemple, si on a des billets, pour éviter qu'on en imprime tout un tas, on est obligé de justifier d'un certain stock d'or. Alors, en 1852, les deux personnes qui sont là sont les frères Pereire, au moment où notamment donc ils travaillaient dans le monde bancaire et notamment aussi au niveau des voies ferrées avec le chemin de fer. Et en fait, il y a eu un souci, c'est que le chemin de fer, ça fonctionnait très bien, tout le monde y voyait beaucoup d'intérêt, sauf que pour construire, ça coûtait beaucoup d'argent, et qu'à un moment donné, les constructeurs se sont retrouvés avec des problématiques que les banques ne voulaient plus prêter parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de stock dans leur coffre. Donc, il y avait les talons, et donc, du coup, on leur disait, bah non, c'est pas possible. Et les frères Pereire, eux, voulaient casser un petit peu ce truc-là. Et bien, du coup, ils ont réussi à créer le crédit immobilier, et leur but, donc, drainer l'épargne vers l'industrie et le commerce avec un effet démultiplicateur. Donc, à ce moment-là, on reparle des réserves fractionnaires, ils sont en effet autorisés à émettre des obligations porteurs pour 10 fois leur capital. Donc, en fait, je peux vendre 10 fois plus que finalement ce que je n'ai. Et donc là, il y a une vraie libération de ce qu'on appellerait maintenant un petit peu la monnaie crédit, la monnaie nette. Alors, quand on parle des talons or, pour la petite histoire, donc oui, en 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont les grands vainqueurs et vont engendrer ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods. Donc, ils détiennent à ce moment-là environ 20 000 tonnes d'or, 70% à peu près des réserves mondiales. Donc, autant vous dire qu'ils étaient plus qu'hégémoniques à ce moment-là. Et donc, ils étaient en capacité d'imposer leur monnaie, le dollar, comme référence. En fait, ils vont dire à ces 44 pays qui étaient présents à ce moment-là, eh bien, écoutez, vos monnaies sont convertibles en or, vos monnaies sont convertibles en dollars, notre monnaie, le dollar, sera convertible en or. Mais vu que vous avez fait n'importe quoi avec vos monnaies pendant les guerres, puisqu'en fait, pendant une guerre, un État est très embêté avec cette histoire des talons or. Les talons or permettent d'éviter aux humains de faire n'importe quoi avec leur monnaie, la fameuse monnaie papier qui n'a pas vraiment de valeur, si ce n'est celle de la confiance. Mais en fait, les États, quand ils étaient en guerre, bah évidemment, pour alimenter l'effort de guerre, avec le fait de créer des chars et autres, eh bien, du coup, c'est mis à imprimer beaucoup plus de monnaie que ce qu'ils n'auraient dû. Et donc, leurs monnaies se sont dévaluées ensuite, évidemment, par la suite. Mais donc, les États-Unis imposent à ce moment-là de dire, voilà, toutes les monnaies, maintenant, c'est dans le dollar qu'on peut les convertir. Alors, je ne vais pas la passer parce que je vois qu'on est déjà à 45, mais en 1971, donc les talons or existent de 1945 jusqu'en 1971 via le dollar par les États-Unis. C'est toutes les monnaies. En fait, la Banque de France, par exemple, détenait énormément de dollars, puisqu'en fait, les stocks d'or n'avaient plus trop d'intérêt, et donc du coup, on conservait des dollars.
Sauf que dans les années 1900, fin des années 1960, Cocorico, il y a le général de Gaulle, par exemple, qui lui a commencé à dire mais attendez, les Américains, c'est bien gentil, on a des dollars dans nos coffres, mais vous êtes en train d'imprimer beaucoup plus de dollars que ce que vous n'avez de stock d'or dans vos coffres. Et donc ça, c'est pas juste, parce qu'en fait, en faisant ça, vous êtes en train de dévaluer la monnaie dollar, en gros, celle qu'on a dans nos coffres. Et donc ça marche pas. Et donc, le général de Gaulle va décider à ce moment-là d'envoyer un navire de guerre pour aller récupérer l'or qu'on avait aux États-Unis et en leur redonnant leur dollar. Ça a fait des émules, d'autres pays ont suivi, notamment la Suisse. Et donc, du coup, les stocks d'or se sont mis à fondre comme neige au soleil aux États-Unis. Voyant cette situation arriver, les États-Unis, de manière unilatérale, en 1971, ont décidé que l'étalon or n'était plus. C'est-à-dire fin de l'étalon or. Plus de limites, entre guillemets, plus de limites physiques, les monnaies s'évalueront les unes par rapport aux autres. Alors, si vous voulez savoir d'où vient la monnaie aujourd'hui, comment est-elle créée? Eh bien, la réponse est ici. Donc, on est sur un document de la Banque de France et on va lire juste l'étape 1 au niveau de la création monétaire. Donc, ça, c'est quelque chose que très peu de gens connaissent. Un particulier, X, emprunte 10 000 € à la banque 1. Donc, par exemple, j'emprunte 10 000 €, alors pas pour acheter une maison, parce que là, ça va faire un peu juste, mais on va dire pour une voiture. Par un simple jeu d'écriture, le compte de dépôt de X, au passage dépôt, comme je vous l'ai dit, qui n'est plus vraiment un dépôt, à la banque 1 est crédité de 10 000 € par un simple jeu d'écriture. C'est-à-dire que la banque va faire plus 10 000 €. Cet argent, la banque ne l'avait pas avant. La monnaie est créée au moment où vous faites votre crédit. C'est le fait que vous dites moi, je souhaite emprunter, paf, on crée la monnaie. Donc, la monnaie est ainsi créée. À l'inverse, lorsque le particulier rembourse son crédit, lorsque je rembourse mes 10 000 €, il y a destruction monétaire. La monnaie ne fait que se créer et se détruire au fil du temps. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, la majorité des gens pensent que la monnaie est constituée par, enfin, les crédits qu'on vous octroie sont donnés parce que il y a plein de gens qui ont déposé de l'argent en banque et que du coup la banque peut vous redonner cet argent-là ensuite derrière. Ça ne fonctionne plus du tout comme ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est ce qui est marqué dans les quelques chiffres, 91% de la monnaie est scripturale, c'est de l'écriture comptable, c'est de la monnaie qui est créée comme ça ex nihilo. Et donc, on n'a que 9% en fait de monnaie qu'on appelle de monnaie de banque centrale. Et donc ça, il faut bien en avoir conscience. C'est que en fait, la monnaie aujourd'hui, on peut la créer à partir. Enfin, c'est même pas qu'on peut. Elle est créée à partir de rien aujourd'hui. Donc, je sais plus qui avait marqué de rien tout à l'heure, mais oui, la monnaie aujourd'hui est créée à partir de rien. Alors évidemment, les banques ont des limites à ça. Elles peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Mais si on regarde ce qui s'est passé lors du fameux quoi qu'il en coûte et pendant le plan Covid, si on regarde les bilans, qu'on regardera peut-être dans une deuxième émission, eh bien, on verra qu'on est peut-être parti sur un petit peu du grand n'importe quoi sur ces dernières années. Par contre, Patrick nous parle de BAL 2 et BAL 3. Effectivement, BAL 2 et BAL 3 sont des limitations, donc des réglementations qui limitent la possibilité de faire du crédit par les banques. C'est-à-dire qu'elles sont obligées d'avoir un certain nombre, par exemple, de dépôts, entre guillemets, pour pouvoir. Et donc, c'est là où il faut regarder les proportions. Et sur les proportions des frères Pereire sur le x10, on y est largement. C'est-à-dire que les banques ont la possibilité de prêter 10 fois plus que ce qu'elles n'ont en fait en dépôt actuellement. Donc BAL 3 a été notamment créé pour éviter la débâcle suite à la crise des subprimes. Alors le problème, c'est que en fait, on a une banque centrale, la BCE, qui a fait ce qu'on appelle du quantitative easing et en fait rachète les crédits des banques, ce qui permet de nouveau aux banques de se remettre à prêter. Donc on est dans un système un petit peu perfide et vicieux. Mais bon, c'était pas l'objet là, donc je vais pas m'étaler sur le sujet, mais on le fera potentiellement sur une seconde édition. Tout à l'heure, on parlait de réserve de valeur. Il faut savoir que la BCE, donc qui crée la monnaie de banque centrale, donc ce sont les banques privées type Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Société Générale, enfin toutes les banques que vous connaissez, ce sont elles qui créent la monnaie que vous avez tous les jours. Par contre, les billets et les pièces, ça, c'est de la monnaie de banque centrale, et donc elle est créée par la banque centrale. Et c'est elle qui drive un petit peu le rythme monétaire, le fait que la monnaie arrive en circulation pas, ce que d'autres ont appelé tout à l'heure la planche à billets. En fait, c'est la banque centrale qui permet, elle, de régler grâce à ses taux directeurs. Cette banque centrale a une mission, c'est la stabilité des prix. Donc, autant vous dire que là, sur les 2 dernières années, la mission n'a pas été super bien réussie.
Et pour pouvoir faire ça, ils ont un objectif, c'est d'avoir ce fameux taux d'inflation à 2%. Et là, je me permets de questionner sur le fait que 2% d'inflation signifie que votre monnaie perd 2% de sa valeur chaque année. Donc en fait, on est sur un système qui déjà indique qu'il faut 2% d'inflation pour que les prix soient stables. Ce chiffre de 2% est un petit peu magique et imaginaire, on ne sait pas trop d'où il sort. On va vous dire que c'est des expériences économiques qui sont menées qui montrent que ça fonctionne plutôt bien. Je suis très, très interrogatif sur ce sujet, mais en tout cas, c'est la volonté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que de dire qu'on cherche un taux d'inflation, que les prix montent de 2%, on devrait dire aux gens, en fait, nous souhaitons que votre monnaie perde de la valeur chaque année de 2%. Et là, il faudrait réussir à expliquer aujourd'hui aux gens pour quelles raisons. Alors, une petite histoire très sympathique, je vous laisse, il y en a pour 4 minutes. Je m'appelle Régis Chaperon, arrière-petit-fils de Pierre-Antoine Chaperon, né en 1884, boulanger à Lyon. En 1912, mon arrière-grand-père vendait son pain d'1 kilo 40 centimes d'anciens francs. Chaque jour, il gagnait 10 francs. Pierre-Antoine décida alors d'économiser 10 francs par mois, soit un jour du salaire mensuel. Après 10 mois d'économie, il réussit à mettre 100 francs de côté. Ces 100 francs représentent 250 kilos de pain. Pour les épargnés, 3 solutions s'offrent à lui. Le tout nouveau billet de 100 francs de la Banque de France. 20 pièces d'argent de 5 francs écus, soit 500 grammes d'argent. Ou 5 pièces d'or de 20 francs Napoléon, soit 32,25 grammes d'or. Habitué aux pièces qu'il manipule toute la journée, il décide donc d'échanger ses 100 francs contre le billet flambant neuf. Printemps 1924, la droite française, avec l'appui des banques anglo-saxonnes, joue la crise monétaire contre le gouvernement du cartel des gauches. Et en juillet 1926, le cartel éclate. Raymond Poincaré est de retour au pouvoir. Pour rattraper l'inflation, il dévalue brutalement le franc par la loi du 25 juin 1928 qui divise par 5 sa valeur en or. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, l'or est décrété illégal et doit être restitué aux banques fédérales de réserve. Par conséquent, entre la fin des années 30 et le début des années 40, la valeur du franc continue sa chute, qui semble inarrêtable. C'est en cette année 1940 que mon père, Marc, voit le jour. À la fin de la guerre, et après un joyeux désordre monétaire, mon arrière-grand-père échange son vieux billet contre le nouveau 100 francs jeune paysan. En 1951, Pierre-Antoine, sentant sa dernière heure arriver, convoque mon père et lui remet le billet de 100 francs, en lui demandant de continuer à transmettre cette somme à ses descendants. En 1958, le général de Gaulle annonce la création d'un franc lourd. Mon père échange donc ses 100 francs jeunes paysans contre une toute nouvelle pièce de 1 franc semeuse. Les années passent, et après 17 dévaluations du franc au cours du XXe siècle, la grande révolution de l'euro arrive. Et en janvier 2002, mon père échange sa pièce d'1 franc contre les euros, une pièce de 10 centimes et une pièce de 5 centimes. Et nous voilà, le 1er janvier 2020. Mon père, à bientôt 80 ans, me transmet cet héritage. Mais revenons plus de 100 ans en arrière, et imaginons que mon arrière-grand-père ait échangé ses économies d'une année contre les pièces d'or 20 francs Napoléon. Cet héritage aurait été aujourd'hui un peu différent. Alors, je vais me permettre de reprendre la main, du coup. Je vais faire ça. Hop, et on va refaire ça. Hop, pour terminer, parce que juste il y avait une petite question à la fin. En fait, ce que nous montre cette vidéo aussi, c'est que finalement, la valeur du travail n'a pas beaucoup changé dans le temps.
En fait, la personne qui, il y a 100 ans, travaillait pour s'acheter, je sais pas, 200, là, il parlait de 250 kg de pain, en fait, va travailler à peu près la même durée qu'aujourd'hui pour s'acheter exactement la même quantité de pain. Donc, la valeur du travail n'a pas beaucoup évolué au cours du temps. Par contre, si on regarde nos monnaies, en fait, elles ont été dévaluées, mais un nombre incalculable de fois. C'est difficile à se le représenter parce qu'en fait, les monnaies ont des durées par rapport à la vie humaine relativement longues, entre guillemets, même si l'euro n'a que une vingtaine d'années. Si vous imaginez vos grands-parents, vous savez qu'avant on avait le franc et que nos grands-parents avaient connu eux l'ancien franc. Donc en fait, les monnaies ne sont pas si longues que ça en fait. Et donc il faut quand même aussi se représenter que une monnaie c'est pas ad vitam. Il y a plein de pays dans lesquels les monnaies perdent de la valeur. Alors il y a même une petite question au sondage. C'était par rapport au dollar, puisque une monnaie qui est très très puissante. Le dollar en 1913, imaginez que vous aviez $1 en 1913, vous pouviez vous acheter une certaine quantité de choses. Est-ce que vous avez une idée de la valeur qu'aurait le dollar 100 ans plus tard, donc en 2013? Les premières réponses, du coup, 0,05 $ et 0,5 $ sont à égalité. Après, on a 2 $ et personne n'a répondu le 1 $ pour le moment. Ok. Hop. Et donc, la réponse est... Donc là, vous avez la courbe. Donc, nos monnaies actuelles sont-elles vraiment des réserves de valeur, que ce soit l'euro ou le dollar? Alors, avec l'euro, vu qu'il n'y a qu'une vingtaine d'années, c'est plus compliqué d'avoir une telle courbe. Enfin, en tout cas, c'est moins représentatif puisque ça fait que 20 ans. Mais si on regarde le dollar, qui est la monnaie de référence mondiale, eh bien, en fait, on voit que ce qu'on pouvait s'acheter avec $1 en 1913, aujourd'hui, on peut s'acheter l'équivalent de 5 centimes. Donc, elle a été divisée par 20. Cette monnaie, ce qui est absolument gigantesque, et ça continue bien évidemment, puisque de toute façon, l'objectif des banques centrales, c'est d'avoir déjà ce 2% d'inflation, donc on sait que les monnaies, de toute façon, perdent de la valeur au cours du temps. Et ça pose une grande question quand même, c'est de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable ou pas pour tout un tas de sujets, et notamment environnementaux. On y viendra peut-être à un moment donné, mais de savoir lorsque les monnaies perdent de la valeur, si vous allez dans un pays où votre monnaie perd de la valeur très vite, la seule chose que vous avez envie de faire avec votre monnaie, finalement, c'est de la dépenser. Et donc, vous poussez, entre guillemets, inconsciemment, de toute façon, à la consommation, parce que vous dites, avec les 1 000 € que j'ai aujourd'hui, je peux peut-être m'acheter une toute petite voiture d'occasion, mais si j'attends 1 an, je pourrais peut-être plus me l'acheter. Donc, autant que je l'achète tout de suite. Et donc, du coup, on est dans une espèce de folie consommatrice avec ça. Mais il y a bien d'autres raisons structurelles dont on pourrait parler. En tout cas, voilà, l'idée, c'était de revenir sur la monnaie, casser quelques idées conçues, le troc, le fait que le crédit est apparu avant la monnaie, et que dans les manuels d'économie, on nous dit qu'aujourd'hui, ce serait la suite logique de la monnaie. Ben non, en fait, ça a toujours été le cas au départ. Et de voir un petit peu les défauts potentiels de nos monnaies, et notamment sur la propriété, la réserve de valeur. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour vos questions. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, d'ailleurs, et si je peux y répondre. Alors, je suis désolé, pour la Banque de France, privée ou publique, ça, c'est la première fois qu'on me la pose, cette question. Et du coup, j'hésiterai pas à aller me renseigner sur le sujet, Patrick.